Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la notion de courbure de Gauss. Alors il s'agit de la suite de la vidéo précédente sur la caractéristique d'Euler et nous allons juste plutôt mentionner des résultats sur la courbure de Gauss parce que les démonstrations font appel à des outils tels que l'intégration sur les variétés. Donc le but ici est juste de donner une idée de comment ça marche la courbure de Gauss. Alors, sans entrer dans les détails, pour ce que nous n'aurons pas besoin en fait de cette courbure pour les groupes cristallographiques, pour les groupes de papier peint, mais disons que ce serait dommage de passer à côté d'un gros morceau de la caractéristique d'Euler. Alors, d'abord, la courbure de Gauss, ou la courbure tout court, disons, pour l'instant, on peut la définir de la façon suivante. Alors, prenons une région d'une surface, c'est-à-dire un morceau qui est équivalent à un disque topologiquement, qu'on peut déformer en ne préservant absolument pas les distances, sans isométrie, donc qu'on peut déformer continuellement en un disque. Donc ce sera une région de notre surface, ici la sphère qui est illustrée, et la région ici est une calotte. Autour du bord de cette région, on peut considérer une bande, très fine si on veut, et on peut essayer d'aplatir cette bande. Alors elle ne va pas parfaitement s'aplatir, mais si on prend une bande extrêmement fine, on n'a pas trop de problème pour l'aplatir. Alors il se trouve que cette bande, en fait, ne va pas former un cercle complet. Elle va former, en fait, un morceau de cercle ou un cercle qui se chevauche sur lui-même, et l'angle, en fait, formé par les coupures dans cette bande, va être la courbure de cette région. Donc pour un polyèdre, la courbure, c'est vite vu, c'est le défaut angulaire de tous les sommets qui sont contenus dans cette région. Ça, c'est pas très difficile, c'est quasiment la définition de la courbure, du défaut angulaire pour un polyèdre. Alors, la courbure est additive. Si on considère deux régions mitoyennes, donc qui ont une frontière en commun, la courbure totale va être la somme des courbures de chacune d'elles. Alors pour ça, c'est assez vite vu. On considère deux bandes autour de chacune des régions. Les bandes vont se chevaucher le long de la frontière commune, mais en se chevauchant, on va reculer, donc la partie commune ne va pas compter. D'où simplement la somme des deux défauts angulaires, des deux angles. Maintenant, si on va prendre donc un exemple un peu plus concret, sur une sphère, une calotte. Donc on prend la calotte qui est délimitée ici par le cercle rouge et qui prend ce pôle-là. Donc c'est une calotte qui a un rayon sphérique, ρ fois r. ρ, c'est simplement l'angle au centre sous lequel on voit ce rayon sphérique. Cette calotte a une hauteur. Grand R, c'est le rayon de la sphère. Petit r, c'est le rayon du bord de la calotte, qui est un petit cercle. Et G, c'est la génératrice du cône, en fait, qui est tangent à la sphère en ce petit cercle. À partir de ça, on va pouvoir calculer la courbure de la sphère, de la calotte. Donc nous allons considérer des petites calottes, c'est-à-dire avec des angles ρ qui sont petits. En fait, le seul problème, c'est le passage à l'équateur. Si ρ se trouve de l'autre côté, est plus grand que pi sur 2, la génératrice se retrouve de l'autre côté et c'est pas l'idéal. Mais pour ce que nous voulons faire, nous allons pouvoir considérer de petites calottes. Alors une bande très fine autour de la calotte, ça s'approche d'une bande du cône lui-même. Donc en fait, le cône et la calotte ont la même courbure, le même défaut angulaire. Donc un développement du cône, un développement du cône, ça va être un morceau de disque, donc un secteur de disque de rayon G, où G est la génératrice. Et le périmètre de ce disque, normalement, c'est 2 pi r, mais on n'en a que 2 pi g. Donc le défaut angulaire du cône lui-même, c'est 2 pi g moins 2 pi r divisé par g. Si on mesure l'angle, simplement on a un secteur d'un disque de rayon g, et le secteur lui-même a un périmètre 2 pi r, et on trouve l'angle comme ceci. Ce qui nous fait 2 pi fois 1 moins r sur g. Donc c'est le rapport entre R sur G qui compte pour la courbure du cône, et donc aussi pour la courbure de la calotte. Ceci est la courbure de la calotte.
Alors, la calotte elle-même a une aire. L'aire de la calotte, en fait, c'est une formule qui date d'Archimède. C'est simplement 2π fois grand R, le rayon de la sphère, fois h, la hauteur de la calotte. Alors ceci, on s'en aperçoit si on considère un cylindre qui est tangent à la sphère en l'équateur, ici, et quand on projette comme ceci horizontalement les régions sur le cylindre, on a des déformations qui se compensent. Si jamais Free Blue One Brown a fait une vidéo sur le sujet où on peut calculer, où il montre comment calculer le rayon d'une calotte. Donc la courbure, l'air c'est 2π fois grand R fois h. Maintenant h, on peut le calculer autrement, hein, ici on a grand R aussi, et puis ici on a le cosinus de ρ fois grand R, donc h c'est R fois 1 moins le cosinus de ρ. Donc ça nous donne 2π r carré fois 1 moins cos ρ. Mais la génératrice elle-même et leur petit rayon peuvent se calculer aussi à partir de grand R et de ρ. Alors le petit rayon du cercle, c'est un sinus, donc c'est grand R fois le sinus de ρ. Et la génératrice, si on considère ce grand triangle-là, c'est le côté opposé à ρ dans ce triangle où l'adjacent est grand R, donc c'est grand R fois tangente de ρ. Donc si on reprend notre formule, 2π fois 1 moins r sur g, on remplace petit r, petit g, on obtient 2π fois 1 moins cos ρ. Sinus sur tangente va donner cosinus. Donc ça fait 2π fois 1 moins cosinus de ρ, mais on sait ce que c'est que cette chose-là, c'est simplement l'air divisé par r carré, grand R carré. Donc l'aire de la calotte divisé par grand R carré nous donne la courbure de cette calotte. Donc la courbure, c'est résumé par cette propriété, la courbure d'une calotte d'air grand A, c'est en fait, d'une sphère de rayon grand R, c'est simplement grand A divisé par grand R carré. Donc l'air divisé par le carré du rayon de la sphère, c'est la courbure. Maintenant, sur la sphère, on peut tout décomposer en petits morceaux de calotte, en toutes petites calottes, donc on ferait de l'intégration ici, il y a une notion d'intégrale qui est cachée là, mais c'est moral, disons, de décomposer en tout petits morceaux de calotte, et la courbure d'une partie d'air grand A de la sphère de rayon R, ça va être grand A sur R carré. Donc maintenant, considérons quelques domaines particuliers. Si on prend un biangle, c'est-à-dire un morceau de la sphère délimité par deux grands cercles, ça va qui forme donc un angle entre eux. L'aire du biangle est facile à calculer, hein, parce que c'est simplement la surface de la sphère, l'aire de la sphère si on veut, fois alpha sur 2π, hein, le rapport qui entre l'angle du biangle et l'angle pour faire un tour complet, et ça nous donne 2 alpha grand R carré. Donc la courbure du biangle, c'est donc 2 alpha. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a une intervention des angles entre les grands cercles donc c'est la somme des deux angles du biangle, donc c'est l'angle entre les grands cercles qui compte. Alors un peu plus généralement, si on prend un triangle sphérique, alors un triangle sphérique d'angle alpha, bêta, gamma, en fait peut être vu à partir on peut calculer son aire à partir des biangles eux-mêmes. En fait, si on prend le biangle formé par l'angle alpha, et le biangle formé par l'angle gamma, et le biangle opposé, hein, donc qui part de bêta du sommet B, mais simplement qui est opposé à bêta, hein, qui va dans l'autre sens, donc un angle extérieur si on veut, ces trois biangles-là vont recouvrir le triangle, un hémisphère et aussi le triangle opposé. Et en fait, le triangle lui-même est recouvert 2 fois. Donc quand on fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit que 2 fois l'aire du triangle, donc il y a le triangle qui est recouvert une première fois, puis le triangle opposé par le triangle antipodal, et l'hémisphère qui est recouvert aussi. On s'aperçoit donc que c'est la somme des aires de ces trois biangles, ce qui nous donne cette formule. Donc l'aire, on peut l'extraire, ça nous donne alpha plus bêta plus gamma moins pi fois r carré. Et la courbure, il faut diviser par r carré, c'est alpha plus bêta plus gamma moins pi. Donc en gros, c'est le défaut. C'est-à-dire, si on prend dans le plan cette chose-là, vaut 0. La somme des trois angles d'un triangle vaut pi.
sur une sphère, en fait, cette chose-là est un nombre positif qui est égal à la courbure. Et puis sur une surface hyperbolique, hein, ce sera le contraire, ceci sera donc négatif, qui sera aussi égal à la courbure. Alors plus généralement, hein, si on prend donc un polygone sphérique, qui est formé dont les côtés sont des grands cercles, qui forment entre eux des angles alpha 1 jusqu'à alpha n, la courbure, c'est simplement la somme des angles, moins n-2 fois pi, et ça donc c'est la courbure du polygone sphérique. Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est la courbure sur la sphère, on va pouvoir parler un peu plus de la courbure d'une surface un peu différente. Donc la courbure d'une région d'une surface, on note ça kappa de A. L'aire de cette région, on va la noter sigma de A. Alors, la courbure locale, si on prend un point, prenons un point sur la surface, et on va considérer un tout petit morceau de surface autour de ce point. Alors ici, ce serait la boule de rayon epsilon centrée en P sur la surface, un morceau de une boule de la surface elle-même, ou on peut prendre une boule de l'espace intersectée avec la surface si on veut, et le rapport entre la courbure de cette région et l'aire de la région, quand on fait tendre le rayon vers 0, va nous donner la courbure locale. Alors, la courbure locale, on peut la relier à autre chose, on peut relier ça à la courbure directionnelle. Donc la courbure directionnelle, il s'agit d'utiliser des cercles osculateurs, c'est-à-dire le cercle dont on prend une direction, donc en prenant une direction en un point, une direction sur la surface, il y a un plan qui passe par ce point qui est perpendiculaire à la surface, il contient un vecteur perpendiculaire et qui contient la direction. Là-dessus, donc, la surface va devenir une courbe, et cette courbe, on peut calculer sa courbure en tant que courbe. C'est donc le meilleur cercle, hein, l'inverse du rayon, du meilleur cercle qui approxime cette courbe. On appelle ça un cercle osculateur. Et les courbures principales sont simplement la courbure maximale et la courbure minimale, donc la plus grande et la plus petite, qui sont donc des courbures directionnelles. Donc la plus grande courbure directionnelle et la plus petite courbure directionnelle. Et si elles sont dites de signes différents, en fait, si les cercles osculateurs, les centres des cercles osculateurs ne sont pas du même côté de la surface, sinon elles sont de même signe. Alors, de là, donc, de ces courbures directionnelles, qui sont des courbures de courbes elles-mêmes, en fait, de lignes et pas de surface, on a en fait que la courbure locale, c'est le produit des courbures principales. Alors, on ne veut pas entrer dans la démonstration, mais l'idée, tout simplement, derrière, c'est que pour utiliser la courbure, il faut utiliser la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée. La dérivée seconde sur une surface, c'est la matrice hessienne, donc deux fois dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à x puis par rapport à y, ou par rapport à y puis par rapport à x, et deux fois la dérivée par rapport à y. Et cette matrice, en fait, est une matrice symétrique, et c'est un théorème d'algèbre linéaire qui nous dit que cette matrice est orthogonalement diagonalisable, c'est-à-dire qu'il y a des vecteurs propres qui sont perpendiculaires entre eux, et ces vecteurs propres perpendiculaires entre eux, les valeurs propres, ce sont les courbures directionnelles principales, en fait ce sont les courbures principales, et la courbure totale, c'est le déterminant, et le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Donc c'est ça qui est caché derrière cet énoncé ici, qui a l'air tout petit mais qui est extrêmement important. La courbure locale, c'est le produit des courbures principales, donc la courbure maximale et la courbure minimale. On s'aperçoit que ce n'est pas la courbure moyenne. La courbure moyenne, ce serait la moyenne de ces deux-là, c'est pas la même chose. Une moyenne n'est pas un produit. Donc, on peut passer sur la démonstration, hein, j'ai dit par oral un peu comment elle fonctionnait, c'est pas le but aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a fait avec les défauts angulaires peut être étendu en fait aux surfaces telles que les ellipsoïdes, les paraboloïdes, les plans, les hyperboloïdes, bref, les surfaces simples qui sont fondamentalement des surfaces coniques. Ces surfaces-là, pourquoi est-ce que ça marche? Alors pour les ellipsoïdes, c'est très facile à voir, hein. Un ellipsoïde, ça n'est jamais qu'une sphère déformée, donc avec le théorème qui est à côté, tout va fonctionner. On a
la question des angles, la question des courbures des courbures directionnelles et de la courbure totale, tout ça va marcher. Pour les paraboloïdes, pour les plans c'est facile, pour les hyperboloïdes il faut refaire le travail entièrement, hein. On voit par exemple, on peut utiliser par exemple le demi-plan de Poincaré pour comprendre comment fonctionne une surface hyperbolique par exemple. Il y a pas mal de travail à faire, mais enfin on s'aperçoit que ces objets-là approximent bien toutes les surfaces, en tout cas localement. Maintenant, la courbure d'une surface sans bord, ça va donc être l'intégrale de la courbure locale. Donc c'est comme si on décomposait en petites calottes, c'est la même chose. Donc ça veut dire, puisqu'on est capable donc de faire ça sur tout ce type de surface, qu'on peut tout décomposer, on a le même théorème, la courbure d'un triangle dont les côtés sont des géodésiques, d'angle alpha, bêta, gamma, hein, pour la sphère, les géodésiques, ce sont les grands cercles, c'est la courbure de cette région délimitée par ce triangle, c'est donc la somme des angles moins pi. Donc, et ça va nous donner la courbure, et c'est donc la même chose. Et tout ça en décomposant en petits morceaux. Alors, continuons, il y a un théorème extrêmement important qui s'appelle le théorème à egregium, qui nous dit qu'en fait tout ça, toute cette courbure qui est une notion en fait géométrique, c'est-à-dire les surfaces sont rigides ici, c'est-à-dire toute cette courbure en fait dépend, les surfaces sont rigides et toutes les courbures ici dépendent en fait des mesures, parce qu'il y a la notion d'air, il y a la notion de distance qui est utilisée pour le rayon, donc ça dépend normalement de la façon dont on plonge la surface S dans l'espace. Donc si on prend une surface et qu'on la plonge dans l'espace, on peut calculer la courbure, mais ce que dit le théorème à egregium, c'est que la courbure est invariante par isométrie locale, c'est-à-dire si on fait des petites modifications dans la forme de la surface, ça ne va rien changer. Donc la courbure, c'est quelque chose d'intrinsèque disons, à la notion, à la surface elle-même et pas à la façon dont on la plonge dans l'espace. Donc, si on plonge une sphère de façon usuelle, on va changer la courbure, enfin on a une certaine courbure, mais si on la plonge de façon différente, par exemple en la déformant en un ellipsoïde, on ne va pas changer la courbure totale. Il s'agit bien ici de la courbure totale, hein. La courbure locale, elle, est modifiée, mais pas la courbure totale. Maintenant, il y a encore plus précis, un théorème absolument incroyable qui s'appelle le théorème de Gauss-Bonnet, et qui généralise en fait tout ce qu'on a vu, mais on ne pensait pas que c'était possible de généraliser à ce point. Mais si on prend S, une surface, alors compacte, c'est pour pouvoir faire l'intégrale, hein. Donc si on prend une surface compacte, qu'il y ait un bord ou pas, en fait ça ne change rien, on prend ici l'intégrale de toutes les courbures locales sur tous les petits morceaux, toutes les petites calottes, sur tous les petits morceaux d'air de la courbure locale. Donc l'intégrale qui est ici, c'est la somme de toutes les courbures locales, c'est donc la courbure globale de l'intérieur de la surface. Pour tenir compte de la courbure, il faut aussi tenir compte du bord. Alors sur le bord, en fait, la question est de savoir si les côtés de notre surface, le bord de notre surface est une géodésique ou pas. Si ce ne sont pas des géodésiques, ici, il faut tenir compte de ce qu'on appelle la courbure géodésique, qui est à quel point on s'écarte d'une géodésique. Donc c'est le même travail, il n'y a pas de différence. Par exemple, pour la sphère, pour n'importe quoi en fait, quand on a vraiment des morceaux de géodésique, quand le bord est un ensemble de géodésiques par morceaux, qui forment des angles alpha, bêta, gamma, etc. entre eux, ça c'est simplement la somme des angles. Donc la courbure totale plus la somme des angles va nous donner 2π fois la caractéristique de l'air de la surface. Donc en fait, la courbure totale, ici, par le théorème de Gauss-Bonnet, on s'aperçoit que même si c'est un objet qui se définit grâce à l'utilisation de la notion de distance, même si on sait que ça ne dépend pas des plongements, mais enfin il y a quand même une notion de distance à chaque fois,
En fait, c'est une notion purement topologique, donc purement de la forme de la surface elle-même, comment elle est liée, et pas du tout une question de distance. La distance, en fait, n'entre pas en jeu. La courbure, c'est 2π fois la caractéristique de l'air, donc une notion vraiment purement topologique. Voilà, donc ça c'est juste un bref aperçu d'une toute grande théorie, d'un énorme travail sur la courbure d'une surface. Ça se généralise, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est juste, disons, pour la culture, pour l'instant. On va essayer de se passer de tous ces résultats dans ce qui va suivre, hein, pour les groupes de papier peint. Néanmoins, on ne pouvait pas passer à côté de ça sans le mentionner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.